Merci Michel. Juste en guise d'introduction, donc merci à tout le monde de nous rejoindre pour ce rendez-vous de la Société française des urbanistes. Donc aujourd'hui, on vous accueille, Michel Carrard. Vous êtes enseignant-chercheur en aménagement et urbanisme à l'Université du Littoral Côte d'Opale, et vous pourrez peut-être vous présenter plus complètement au début de votre intervention. On a grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui et à découvrir vos travaux donc, sur la théorie des jeux au service de l'aménagement des territoires. Donc, comme d'habitude, pour tous les rendez-vous, on vous laisse la parole pour un rapide exposé de vos travaux et puis ensuite, on fera la place au débat. Donc, voilà, merci beaucoup, Michel. Et donc, la parole est à vous. Merci beaucoup à la Société française des urbanistes de cette invitation pour présenter cet ouvrage qui est paru aux presses universitaires en 2023, La théorie des jeux au service de l'aménagement des territoires. Dans le cadre de cette présentation, j'ai rajouté un sous-titre pour une modélisation réflexive des territoires, puisque la pratique de la théorie des jeux à l'aménagement des territoires passe par une modélisation réflexive, ce que je vais essayer d'expliquer. Je souhaite également remercier en particulier M. Bruno Ferrazzi pour son rôle dans l'organisation de cette intervention. Voilà. Donc, le titre de cette intervention est présenté sur cette diapositive. Théorie des jeux au service de l'aménagement des territoires. Mon exposé se fera sur 5 points. D'abord, je rappellerai rapidement ce qu'est la théorie des jeux. Ensuite, je présenterai la modélisation réflexive, qui est le thème important de cette présentation. À ça, j'accompagnerai la présentation de la modélisation réflexive par une présentation des jeux types qui sont issus de la théorie des jeux. Les parties 2 et les parties 3 sont les parties les plus importantes de cette présentation, en volume, j'entends. Ensuite, je présenterai dans la 4e partie la théorie des jeux au service des territoires telle que je l'ai pratiquée depuis une petite quinzaine d'années. Et puis ensuite, dans la dernière partie, je conclurai et je mettrai en perspective les résultats de ces travaux. Voilà. Donc, commençons par le premier point, la théorie des jeux. Rappel très bref de la théorie des jeux. Donc, l'origine de la théorie des jeux, ça remonte en 1944 avec l'ouvrage commun de John von Neumann et d'Oskar Morgenstern. L'un est physicien mathématicien mondialement connu, l'autre est économiste. Et tous les deux vont produire cet ouvrage, Theory of Games and Economic Behavior, qui va avoir un retentissement très important au moment où il va être publié. Alors, la méthode de la théorie des jeux, il y a plusieurs définitions qui sont possibles. Celle que je vous ai proposée vient de Jean Tirole, donc prix Nobel d'économie français, qui nous dit que la théorie des jeux permet de décrire et d'analyser les interactions entre des joueurs rationnels sous la forme de jeux stratégiques. Voilà pour une définition. Je pourrais en donner une autre, celle de Hébert, de 2004. Il dit la théorie des jeux, une théorie mathématique des comportements stratégiques. Voilà, Nicolas Hébert, 2004. Alors, dernier élément pour définir ce qu'est un jeu, dans la perspective de la théorie des jeux. Une personne est engagée dans un jeu stratégique avec une autre personne ou plusieurs personnes quand son utilité et ses gains sont affectés non seulement par les actions qu'elle entreprend, mais aussi par les actions des autres personnes. Donc on voit bien évidemment que la théorie des jeux essaye d'analyser et de décrire les interactions entre les individus. Alors, au moment de la sortie de l'ouvrage de Morgenstern et de von Neumann en 1944, l'accueil a été extrêmement favorable. Le contexte était intéressant à rappeler. Bon, c'est probablement dû à la personnalité de John von Neumann, qui était mondialement connu pour ses travaux en mathématiques et en physique. Il avait participé notamment au projet Manhattan. Et des grands intellectuels de l'époque, on peut penser à Lacan, on peut penser à Piaget, on peut penser à Claude Lévi-Strauss, etc. Tous ont accueilli l'ouvrage et la perspective qui était proposée dans cet ouvrage d'une manière très, très positive. Je peux citer par exemple Lévi-Strauss qui dit
la nouvelle formulation des problèmes économiques proposés par von Neumann et Morgenstern devrait inciter les économistes et les ethnologues à la collaboration. Claude Lévi-Strauss est connu ethnologue. D'abord, et bien que la science économique aspire chez les auteurs à une expression rigoureuse, son objet ne consiste plus en notions abstraites, mais en individus ou groupes concrets qui se manifestent dans des rapprochements, qui se manifestent dans des rapports empiriques de coopération ou de compétition. Aussi inattendu que le rapprochement puisse paraître, ce formalisme rejoint donc certains aspects de la pensée marxiste. Alors, je ne crois pas qu'on pourrait se permettre de dire des choses pareilles aujourd'hui, mais à faire un rapprochement entre la théorie des jeux et une perspective marxiste pourrait passer aujourd'hui pour quelque chose d'assez inédit, hein, d'assez gonflé, si vous me permettez l'expression. Mais à l'époque, un auteur comme Claude Lévi-Strauss se permettait ce genre de propos. Alors, ce qui ressortait globalement, au-delà de l'anecdote de ces auteurs, de cette appréciation des travaux de Neumann et de Morgenstern, c'était l'aspect interdisciplinaire qu'offrait la théorie des jeux. Et ça, on peut dire que cet aspect interdisciplinaire, en tout cas, il est quand même relativement observable. Je cite Christian Schmitt qui nous dit que la théorie des jeux est aujourd'hui devenue une sorte de serveur universel pour l'ensemble des sciences, et pas uniquement des sciences humaines, mais des sciences en général, de l'informatique, de la physique, de la biologie, etc. Donc, d'une certaine manière, les attentes qui étaient réelles de l'époque, eh bien, se sont trouvées en partie confirmées. Alors, pas dans toutes les disciplines, et en tout cas pas dans la discipline de l'aménagement des territoires, qui, de ce point de vue-là, utilise peu la théorie des jeux. Alors, von Neumann était aussi connu des théoriciens des jeux. C'est lui qui invente la discipline, mais il était connu des économistes qui deviendront les premiers utilisateurs de la théorie des jeux, parce qu'en 1928, von Neumann avait déjà inventé le théorème du minimax, qui est considéré comme le premier théorème de la théorie des jeux. Et donc, c'est un théorème mathématique et qui garantit, en particulier, l'existence d'une solution pour tout jeu à somme nulle à 2 joueurs. Voilà. Donc, c'est un théorème très important. Alors, on peut illustrer ce théorème pour que ce soit un petit peu plus concret. Je prends l'illustration qu'en est donnée par William Poundstone dans un de ses ouvrages consacrés au dilemme du prisonnier, où il illustre ce théorème du minimax à partir du partage d'un gâteau entre 2 enfants. Tous les parents savent que c'est souvent très compliqué. Eh bien, en réalité, il y a une stratégie qui est issue de ce théorème du minimax qui est très utile et très efficace. Il suffit de laisser le soin à un des 2 enfants de couper le gâteau en 2 parts et ensuite de proposer au second enfant de choisir en premier la part qu'il veut. Et de cette manière, vous êtes à peu près garanti, sûr, que le gâteau sera coupé d'une manière équitable, puisque aucun ne pourra se plaindre qu'il a une part plus petite que l'autre. C'est un peu ça l'esprit du théorème du minimax. Alors, après avoir rappelé très brièvement ce qu'est la théorie des jeux, on va aborder le deuxième point de cette présentation, qui est la modélisation réflexive. Alors, pour illustrer la modélisation réflexive, commençons d'abord par la définition qu'on donne à Alexandre Moine des territoires. Donc, pour Alexandre Moine, dans un texte qu'il a écrit en 2006, le territoire est un système complexe, c'est-à-dire ce n'est pas seulement un espace géographique ou un espace administratif ou politique dans lequel évoluent les individus, c'est un espace complexe qui est formé par l'interaction dynamique entre les acteurs, entre des pratiques, entre des représentations et des structures spatiales qui l'organisent, ce territoire. Donc, vous le voyez dans ce schéma que j'ai essayé de mettre en place, on a donc le territoire système complexe ou les territoires systèmes complexes, et puis à côté, on a interaction entre les acteurs, et de l'autre côté, on a les représentations des acteurs. Et en face, on a la théorie des jeux qui permet d'analyser et de décrire l'interaction des acteurs, et les jeux types de la théorie des jeux qui visent à saisir
les représentations des acteurs. Et l'ensemble, hein, théorie des jeux, jeu type, eh bien, constitue la base de la modélisation réflexive. Donc la modélisation réflexive, d'une certaine manière, elle vise à être un objet d'investigation des territoires. On le dira en conclusion. Voilà. Donc dans cette perspective qui est la nôtre, le concept de modélisation réflexive est une proposition méthodologique qui vise à la fois à comprendre les interactions et à comprendre les dynamiques qui caractérisent, qui constituent les territoires. Alors, cela nous conduit à deux questions, ou à une question et une sorte de réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la théorie des jeux? C'est une question de méthode, et on va dire qu'il y a globalement deux réponses. La théorie des jeux est une théorie mathématique, donc on peut d'un côté l'utiliser d'une manière rigoureuse mathématiquement. Donc là, je cite Christian Schmitt dans un texte de 2008. Il nous dit, la question est de savoir ce que l'on veut obtenir avec la théorie des jeux. Si c'est une solution, eh bien, il faut être rigoureux mathématiquement. Voilà. Par contre, s'il s'agit d'une manière de penser, donc c'est la seconde manière d'utiliser la théorie des jeux, comme le préconisait Thomas Schelling, grand auteur, grand théoricien des jeux et grand utilisateur de la théorie des jeux, prix Nobel d'économie, eh bien, Schelling préconisait d'utiliser la théorie des jeux comme une manière de penser pour élaborer un cadre d'apprentissage et donc de placer les acteurs dans un cadre de pensée d'interaction commune. Donc là, on a un deuxième aspect dans l'utilisation possible de la théorie des jeux. Et c'est dans cet aspect, dans ce second aspect, que s'intègre la modélisation réflexive. La modélisation réflexive, dirait Jacques Thépaut, qui est l'inventeur du concept, professeur à l'université de Strasbourg, ce n'est pas une utilisation de la théorie des jeux stricto sensu au sens purement mathématique, c'est une pratique donc étendue de la théorie des jeux. Et il nous dit que la théorie des jeux s'inscrit dans ce que l'on pourrait appeler la modélisation réflexive, qui se distingue de la modélisation normative. La modélisation normative, c'est la modélisation de l'ingénieur, si vous voulez, mathématique, qui conduit à des solutions et à des prises de décision. Ce n'est pas le but avec la modélisation réflexive. Alors, quel est le but, quel est l'objectif ou les objectifs de la modélisation réflexive? Eh bien, nous dit Jacques Thépaut, c'est de questionner les représentations mentales par lesquelles ou par laquelle les décideurs structurent leur vision schématique du réel, c'est de guider le décideur non seulement dans l'élaboration de ses décisions, mais aussi dans la relecture de celles-ci. Donc, il y a un effet ex post, on va dire. Et ce qui est perdu sur le plan de la normativité, eh bien, est regagné sur celui de l'intelligibilité et de la cohérence. Voilà le propos de Jacques Thépaut. Donc, cela nous conduit à renforcer notre présentation sur la modélisation réflexive, de l'approfondir. Et pour cela, je vous propose cette carte mentale, cette arborescence, qui sont les 4 grands piliers qui constituent la modélisation réflexive. Donc, c'est une sorte d'arborescence dans laquelle j'essaye d'expliquer les différentes branches qui composent la modélisation réflexive. Il y en a 4, et on va dire que chacune de ces branches constitue une sorte de réponse à quelque chose. La première, c'est très clair, la première branche, donc, c'est une réponse qui est formulée aux critiques de l'approche normative de la théorie des jeux en SHS. Donc l'approche normative, c'est l'approche mathématique, mathématisée. C'est celle, comme nous dit Christian Schmitt, qui veut obtenir une solution. Donc normative. Voilà. Alors là, évidemment, il y a des critiques extrêmement importantes, dans la mesure où la théorie des jeux est un outil puissant d'analyse, mais elle a beaucoup de limites quand on l'applique à la SHS, aux sciences humaines et sociales. Les raisons sont assez connues. Les comportements réels sont souvent ambigus, sont en tout cas très éloignés du comportement rationnel des modèles, de l'homo economicus des modèles, très clairement. Dans la réalité, les comportements sont ambigus, sont complexes, sont, entre guillemets, moins rationnels que dans les modèles. Donc il y a des problèmes des hypothèses de la rationalité qui sont ceux des modèles qu'on ne peut pas appliquer en SHS. Il y a la simplification des modèles
mathématiques qui posent de vrais problèmes quand on veut les appliquer en SHS. Il y a des données incertaines ou inaccessibles quand on veut faire des études en SHS, alors que ce problème n'existe pas du tout quand on fait de la mathématique dans l'approche classique normative de la théorie des jeux. En SHS, ces données sont souvent floues, sont subjectives. On peut demander aux gens ce qu'ils aiment, ce qu'ils préfèrent, etc. Mais ça reste subjectif, voire même inaccessible ou invisible. On n'a pas les données, tout simplement. Ou les invisibles dans le sens qu'il s'agit d'intentions, d'émotions, de relations informelles, etc. Voilà. Et il y a un autre problème encore, qui est celui du temps et de la dynamique temporelle. Dans la plupart des jeux qui sont présentés en mathématiques, ce sont des jeux statiques. Ils modélisent une seule interaction, ce qu'on appelle le one-shot, une seule interaction. Dans les SHS, c'est rarement le cas. Ça peut se produire, qu'il n'y ait qu'une seule interaction, mais c'est rarement le cas. Les situations souvent évoluent, les acteurs apprennent de leur passé, ils changent de stratégie, évidemment, ce qui nécessite d'utiliser des modèles dynamiques plus complexes et souvent difficiles à résoudre, techniquement difficiles à résoudre. Donc, ça a entraîné un certain nombre de théoriciens des jeux à dire, voilà, la théorie des jeux en SHS, c'est même pas la peine d'y compter. Il faut oublier. Alors, le plus connu en France de ces théoriciens, c'est Bernard Guérien, qui est, je crois qu'aujourd'hui, il est en retraite, mais il était économiste et mathématicien. Il a écrit beaucoup d'ouvrages et d'articles sur la théorie des jeux. Et en 2002, un des derniers ouvrages qu'il a écrit consacré à la théorie des jeux, en introduction de cet ouvrage, il écrit « Quel est le propos de la théorie des jeux ?» Et il répond « La théorie des jeux n'a pas vocation à dire ce qui est, et elle n'a pas vocation à dire ce qui doit être. » Donc, elle n'a pas vocation à dire ce qui est, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas prétendre décrire la réalité. Pour quelle raison ? Il nous répond, parce que les modèles, le formalisme de la théorie des jeux est beaucoup trop restrictif, il ne peut pas capter la complexité du réel, des situations réelles. Je cite ce qu'il dit en introduction. Il suffit de consulter n'importe quel traité ou article de théorie des jeux pour s'en rendre compte. Pratiquement tous les modèles présentés sont inventés par leurs auteurs pour illustrer leurs propos. Voilà. Donc, évidemment, c'est quand même assez limité. Et puis, donc ça c'est le premier point, la théorie des jeux ne peut pas prétendre décrire la réalité. Et deuxième point, la théorie des jeux ne peut pas apporter de solution dans un problème en SHS. Elle ne peut pas être normative, elle ne peut pas dire ce qui doit être. Là encore, parce que les hypothèses de ces modèles sont extrêmement réducteurs, et surtout aussi parce qu'il, et ça je le recite, il n'existe pratiquement jamais d'optimum optimorum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous faites tourner un modèle en théorie des jeux et vous apercevez qu'au final, il n'y a pas une solution qui soit favorable et qui se dégage et qui reçoive le consensus de tous les joueurs. Voilà. Donc, en fait, de ce point de vue-là, la théorie des jeux n'a pas grand-chose à dire. Donc, c'est une position. Alors, il n'est pas le seul à défendre cette position. Il y a des chercheurs importants, je peux citer Fischer, Ariel Rubinstein, etc., des noms importants de la théorie des jeux, qui sont sur cette même ligne en disant utiliser la théorie des jeux en SHS, ça ne produit pas de choses importantes. Voilà. Alors, c'est là que la modélisation réflexive telle qu'est proposée par Jacques Thépaut rentre en jeu, si vous voulez, rentre en scène. C'est que nous, quel est notre positionnement ? Moi, quel est mon positionnement de la théorie des jeux ? C'est celle que propose Jacques Thépaut. Jacques Thépaut, c'est un collègue qui est gestionnaire. Il est professeur de gestion à l'université de Strasbourg, où il était, je ne sais pas s'il l'est toujours, et avec un ensemble de gestionnaires, ils ont réfléchi sur ce que pouvait apporter la théorie des jeux à la science de la gestion. La science de gestion. Les gestionnaires sont des opérationnels, c'est pas comme les économistes, ils font pas des modèles comme ça, ils travaillent sur des choses très concrètes, et la plupart du temps, ils essayent d'apporter des réponses aux problèmes qui leur sont posés. Et bien la réponse, pour aller vite, la réponse de Jacques Thépaut, c'est de dire en fait, il faut faire de la théorie des jeux ce que Thomas Schilling préconisait, c'est-à-dire il faut pratiquer la théorie des jeux et pas faire de la théorie des jeux stricto sensu. Et donc, la théorie des jeux, c'est construire
dans le sens, modélisation réflexive, c'est construire des modèles dont le but est de structurer les représentations, la perception des acteurs attachés à une situation de territoire, d'aménagement, d'urbanisme, etc., afin de nourrir leur propre réflexion et d'affirmer, d'approfondir, de questionner leurs choix stratégiques. Voilà l'objectif. Alors évidemment, sur le plan méthodologique, ce que nous dit Jacques Thépaut, c'est que la modélisation réflexive doit utiliser des modèles simples de théorie des jeux, pas des usines à gaz, si vous voulez, et il doit y avoir un aller-retour permanent entre le modélisateur, c'est-à-dire le chercheur, et les acteurs du territoire, pour qu'il y ait un débat sur que dit le modèle, pourquoi telle hypothèse, quels sont les résultats, si on change d'hypothèse, qu'est-ce que ça donne, etc. Voilà. Donc, il est clair que là, on est sur, vous voyez, en général, j'en parlerai un peu plus loin, mais en général, ce travail de modélisation, c'est une boîte noire dans laquelle l'économiste, l'ingénieur travaille, mais celui qui doit décider, il n'a pas accès à cette boîte noire. Eh bien là, c'est le contraire. Le modèle, la boîte noire, il faut que ça soit simple, que ça soit compris des décideurs, des acteurs, des agents, des citoyens, etc., et qu'on puisse débattre dessus. Alors ça, c'est le premier. Donc, ça relève d'un usage analogique, d'un usage métaphorique, pour reprendre la formule de Christian Schmitt, de la théorie des jeux. On n'est pas donc dans une approche normative, clairement pas. Alors ça, c'était le premier point que je voulais insister. C'était ce point-là, excusez-moi, j'ai oublié de cliquer. C'était le premier cadran de cet arbre de réponse aux critiques de l'approche normative. Deuxième élément, donc deuxième branche de l'arbre de la modélisation réflexive, c'est la modélisation réflexive comme méthode heuristique. Donc, méthode heuristique, ça veut dire, vous le savez, ce qui sert à la découverte, ce qui aide la découverte, ce qui permet de trouver des réponses adéquates, même imparfaites, à des questions difficiles. Voilà. Alors, pour donner un exemple, que d'ailleurs j'ai utilisé dans l'ouvrage, on va voir l'analyse qui a été faite par Raymond Boudon, un grand sociologue français, qui a publié un ouvrage qui s'intitule La place du désordre, théorie critique du changement social dans les années 90. Et Boudon utilise un modèle de théorie, qui a été transformé en modèle de théorie des jeux, le modèle d'Hotelling de 1929, donc il est déjà ancien, et montre comment ce modèle peut être utilisé pour apporter des réponses adéquates à une situation particulière. Donc, je vais développer ça juste, voilà. Donc, vous le voyez, le modèle de Hotelling est un modèle simple. Je vous ai mis des extraits de l'article de 1929, qui était dans Economic Journal, donc une revue en anglaise, américaine même. Et donc, vous avez un formalisme assez classique, microéconomique assez classique, qui a été utilisé par Hotelling, qui était économiste. Voilà. Et donc, la question qui est posée par Hotelling, elle est assez simple, c'est la question de la concurrence spatiale. D'ailleurs, ce modèle fait référence, même si aujourd'hui il est critiqué pour des raisons formelles. Il est critiqué pour des raisons formelles. Donc, il y a deux entreprises dans ce modèle, A et B, et la question qui est posée, c'est où doivent-elles s'implanter? Alors, elles doivent s'implanter sur un segment, en fait. Donc là, j'ai symbolisé ça par un quartier d'immeubles, quartier d'habitation dans une ville, une ligne droite, si vous voulez. Et donc, la question, c'est où doivent s'implanter ces entreprises pour maximiser leurs profits. Voilà. Alors, Hotelling va démontrer formellement que les deux entreprises, si elles se placent au milieu, donc il divise le segment en deux, le premier segment pour l'entreprise A, le deuxième segment pour l'entreprise B, et chaque entreprise doit se mettre au milieu de ces deux segments. Voilà. Et dans ce cas-là, si on arrive à ça, eh bien, c'est la meilleure localisation du point de vue des clients. Parce que les clients vont dans les entreprises. Alors, j'ai oublié de vous dire une donnée, c'est que les prix ne sont pas décidés par les entreprises. Dans le modèle, les prix sont fixés. Les entreprises n'ont qu'une décision, c'est de se localiser, décider où elles se localisent. Mais les prix sont donnés. Donc, pour les clients, il est clair que le coût, donc le client ira dans l'entreprise qui lui coûte le moins cher, et le coût pour le client, c'est le prix du bien, mais qui est donné, et identique pour les deux entreprises, plus le coût du transport. Donc, il ira dans l'entreprise qui minimise son coût de transport. Voilà.
Donc, pour les clients, cette situation est la meilleure. Et Hotelling va nous dire, mais finalement, ce n'est pas ce qu'on va observer au bout du compte. Pourquoi? Eh bien, parce que les entreprises vont être en interaction l'une l'autre. Par exemple, si je prends l'entreprise B, qu'est-ce qui empêche l'entreprise B de se déplacer sur la gauche, hein, en direction de A? Si elle fait ça, eh bien, elle va finalement manger, hein, une part du marché de A. Elle va capter des nouveaux clients qui normalement revenaient à A. Bon, A n'est pas bête, il va penser la même chose. Il va dire, si moi je me déplace à droite, par contre, en direction de B, je peux espérer prendre une partie de la clientèle de B. Bon. Et au bout du compte, Hotelling arrive à la situation suivante, c'est que face à ça, eh bien, les deux entreprises vont être dans cette situation, c'est-à-dire les deux entreprises, pour répondre au mieux à la stratégie de l'autre entreprise, donc A par rapport à B et B par rapport à A, vont devoir se mettre au milieu du segment. C'est la conclusion à laquelle il arrive. Alors, on le voit dans le graphique qui est là, mais on ne va pas le commenter. C'est la conclusion à laquelle il arrive. Et ce principe, il est très connu, c'est le principe de différenciation minimale. C'est-à-dire que pour protéger leur marché, les deux entreprises, finalement, doivent être côte à côte. Évidemment, ce n'est pas optimal pour les clients parce que ça rajoute des frais de transport pour les clients, des frais de déplacement, mais en tout cas, c'est la meilleure réponse d'une entreprise par rapport à la stratégie de l'autre entreprise. Alors, ce principe de différenciation minimale va connaître un certain succès, hein, dans la question de la concurrence spatiale. Et quelques années plus tard, on est donc en 1929, quelques années plus tard, en 1957, Anthony Downs, c'est le schéma d'en dessous, va utiliser le modèle d'Hotelling pour réfléchir sur le positionnement d'un candidat à une élection. Alors, il remplace le quartier d'immeubles par le marché politique. Hein, les petites têtes qu'on voit là, ce sont les idées politiques, en fait, hein, qui structurent à un moment donné une société. Donc, ça va de droite à gauche. Et vous avez au milieu, de la même façon qu'on voyait les entreprises au milieu, eh bien, vous avez l'électeur médian, c'est-à-dire l'électeur qui départage, hein, la droite de la gauche, si vous voulez. Hein. Et c'est le principe donc, du théorème de l'électeur médian, de la même façon qu'avec les deux entreprises, elles se situaient au centre pour se partager le marché. Là, Anthony Downs va dire, si on considère qu'il s'agit d'un marché des idées politiques, eh bien, un candidat, si on prend le candidat de droite, s'il veut gagner une élection, il faudra qu'il satisfasse le maximum de clientèle, donc depuis la droite extrême jusqu'au centre, voire même gagner des parts sur la gauche du centre, si vous voulez. Ça, c'est pour le candidat de droite. Et pour le candidat de gauche, ce sera l'inverse. Il faut qu'il fasse un programme qui convienne depuis l'extrême gauche jusqu'au centre, voire le centre droit, pour gagner des parts de marché sur le candidat de droite. Donc c'est ça. Et donc, ça a eu un succès entre guillemets théorique, hein, le théorème de l'électeur médian, puisqu'on le trouve en politique. Donc en politique, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les programmes des partis politiques, ils sont tous, par quelques exceptions, très ressemblants, parce qu'ils appliquent ce théorème de l'électeur médian. Quand vous regardez la publicité, par exemple, hein, c'est très utilisé par les entreprises qui font des produits qui répondent à ce que désire le consommateur médian, etc. Tout ça vient de ce travail. Et quelques années, donc en 91, Raymond Boudon, dont j'ai repris cette analyse, enfin, il n'a pas fait toute cette analyse, mais il a fait simplement l'analyse du modèle d'Hotelling sur l'élection de Nixon de 72. Il montre en réalité que en 72, on était dans une configuration qui était celle décrite par Anthony Downs et donc par le modèle d'Hotelling. On avait donc une ligne comme ça, des idées politiques aux États-Unis, plutôt marquée à gauche en 72, on était en pleine guerre du Vietnam. Donc, John McGovern a fait une politique, un programme très gauche, hein, pour les États-Unis. Et Nixon, lui, sachant que l'extrême droite et la droite lui étaient acquises, et fort de ses bons conseillers, il a mis en place un programme qui était centre, et finalement, il a gagné grâce à ça. Il a pris des parts de marché qui, normalement, devaient revenir à John McGovern. Voilà l'analyse de Raymond Boudon. Alors,
Ce qui est intéressant, au-delà de cet aspect-là, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi pour nous c'est important, hein, l'analyse de Raymond Boudon. En fait, il nous dit, et c'est ça qui est le plus important, le modèle d'Hotelling, hein, il est général, nous dit-il. Je cite, il est général non au sens où ce modèle rendrait le compte de toutes les situations qu'on peut observer, mais il est général au sens où il peut être utilisé pour rendre compte de situations très diverses, à condition que des précisions convenables lui soient apportées en chaque cas. Voilà. Donc là, on a un petit peu notre approche, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser le modèle comme médiateur, en fait. De la même façon que les conseillers de Nixon ont utilisé l'analyse de Boudon et d'Anthony Downs de l'électeur médian pour mettre en place un programme politique et capter l'essentiel des parts de marché politiques. Donc, dans cette perspective, le modèle devient médiateur. Il n'est plus utilisé pour apporter une réponse directe à un problème, ce qui sont une démarche normative, hein, et ça, on peut difficilement le réaliser en SHS avec la théorie des jeux, mais il permet de créer les conditions d'une heuristique, hein, les conditions d'apporter des bonnes réponses à des situations complexes. Voilà. Alors, évidemment, ça pose quand même une question concernant la posture du chercheur. Là, le chercheur, clairement, ce n'est pas une posture d'expertise en contenu. Je reprends la taxinomie d'Edgar Schein, un gestionnaire de 1987, qui distingue parmi les expertises de contenu des expertises de processus. Je m'explique. L'expertise de contenu, c'est la relation, par exemple, c'est le modèle médecin-patient, ingénieur, élu, etc. C'est-à-dire, c'est ce que je disais juste avant, le médecin, il applique des modèles d'analyse et il dit, voilà, aux patients, ce que vous devez prendre, la posologie, etc. L'ingénieur, c'est pareil, il utilise des modèles qui lui sont connus et il donne la solution clé en main aux élus pour régler des problèmes. Ça, c'est l'expertise de contenu. Voilà. Il y a une autre expertise, c'est l'expertise de processus. Et là, clairement, ça relève d'une expertise de processus. Le chercheur n'est pas là pour apporter des solutions, hein. Il est là pour faciliter l'émergence de solutions qui sont déjà détenues par les acteurs eux-mêmes, hein. Les vrais experts, on pourrait dire, c'est pas le chercheur, ce sont les acteurs eux-mêmes. Voilà. Alors, évidemment, cette démarche réflexive, elle peut utiliser d'autres outils, hein, que la théorie des jeux. Je pourrais vous donner des exemples à partir de mes recherches. D'une part, on peut utiliser les modèles de la théorie des jeux, bien sûr, mais on peut également établir le dialogue, faire du dialogue entre les acteurs et le modèle, hein, travailler sur les hypothèses, voir ce que nous disent les hypothèses et les résultats que le modèle apporte, voir si ça est réaliste par rapport à la situation perçue par les acteurs eux-mêmes. On peut compléter les outils par des questionnaires, par des entretiens semi-directifs, etc. On peut établir des ateliers de réflexion, on peut mettre en place des focus groups, qui sont des outils qui sont très, très utilisés en SHS. On peut faire des simulations, ça je l'ai fait, c'est-à-dire qu'on fait jouer le jeu, on fait jouer le modèle, donc le jeu, ce qu'on appelle le jeu en théorie des jeux, on fait jouer le jeu par les acteurs eux-mêmes. Alors c'est pas facile, parce qu'il y a des réticences de la part des joueurs, des acteurs souvent. On peut utiliser des simulations informatiques, là aussi je l'ai utilisé, pour des systèmes évolutifs, multi-agents, pour voir comment ça évolue. Et puis, on peut compléter tout ça par des études plus classiques, d'économétrie, d'études cartographiques, de SIG, etc. Troisième branche de la modélisation réflexive, donc troisième élément, c'est que c'est une réponse ou c'est une aide, plus exactement, à la décision publique. Et là, il y a deux grandes références, le troisième avec le nudge, je mets deux grandes références qui articulent, qui fondent, je dirais, la modélisation réflexive. C'est la théorie du surcode de Lucien Spez, déjà ancienne, hein, pas très connue, mais ancienne, elle date de 1981 avec sa critique de la décision,
et tous les travaux sur les biais cognitifs, qui sont beaucoup plus connus, c'est même à la mode aujourd'hui, avec Daniel Kahneman et son collègue qui est décédé, Amos Tversky. Kahneman qui a été prix Nobel, hein, je vous rappelle. Donc, commençons avec le premier niveau, le niveau du surcode. Tel que Lucien Sfez l'a exposé dans sa critique de la décision, hein, le surcode, il le considère comme un code qui régit les autres codes. Voilà, hein, c'est une sorte de méta-règlement, méta-discours qui fixe ou qui crée une structure invisible de légitimation et qui organise les discours. Qui organise des discours, qui organise des procédures, qui dit quelles sont les décisions légitimes, non légitimes, etc. Hein. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire qu'en fait, le surcode, nous dit Lucien Sfez, définit ce qui est pensable, ce qui est faisable dans un système donné à un moment donné, et par contrario, ce qui ne l'est pas, ni pensable ni faisable. Il oriente les choix en amont de toute décision, hein, et il peut même naturaliser certaines options et en rendant invisibles ou illégitimes d'autres options. Et Lucien Sfez nous dit qu'il fonctionne en réalité comme une idéologie implicite, un système de valeurs non explicité. Et souvent, il est perçu comme neutre ou technique. Voilà. Donc, Sfez a montré, à travers les travaux qu'il a fait sur le RER dans les années 70, que la décision moderne, hein, qui est présentée souvent comme rationnelle, neutre, fondée, etc., est en fait enfermée dans un surcode qui biaise la décision en réduisant la complexité du réel et en évacuant finalement le vrai débat démocratique, malgré toutes les dispositions existantes en la matière. Alors, il y a plusieurs types de surcodes du science fait. Il y a un surcode de la communication qui nous dit que grâce à la communication, les processus sont transparents, la démocratie est rendue à elle-même, etc. Le surcode de la rationalité technoscientifique, qui dit que tout ce qui est rationnel, quantifiable, modélisable, mesurable est vrai. Le surcode lié au mythe du progrès, hein, évidemment. Toute transformation est jugée positive si elle est innovante, hein, si elle est moderne, et même si on ne l'évalue pas d'une manière assez critique. Et évidemment, le surcode agit fortement sur la décision. Il encadre les décisions, il dépouille la décision de ses aspects politiques, hein, il favorise la reproduction des normes, il évince toutes les alternatives jugées non conformes à la bonne pensée, etc. Et il réduit fortement la complexité. Donc, ce qui est visé à travers la modélisation réflexive, en travaillant sur les représentations, en travaillant sur les a priori, les croyances des acteurs, c'est d'essayer de faire émerger ce surcode qui existe et de l'atténuer, si vous voulez. On ne peut jamais prétendre quoi que ce soit, mais en tout cas, d'en rendre conscients les acteurs de ces effets du surcode. Deuxième niveau, c'est les biais cognitifs. Hein, donc, des travaux. Évidemment, vous le savez, il y a deux grands aspects dans les biais cognitifs. Il y a la première démarche de Kahneman et de Tversky qui ont développé la théorie des perspectives, hein, Prospect Theory, dans les années 80, 90, et dans laquelle il montre qu'en réalité, les individus sont souvent beaucoup plus pas enclins, mais beaucoup plus sensibles aux pertes qu'aux gains, même équivalent. Je vais donner un exemple. Donc ça, c'est la première grande approche de Kahneman et Tversky. Tversky est décédé entre-temps, et Kahneman a publié en 2011, je crois, traduit en français, Système 1, Système 2, dans lequel il reprend beaucoup de travaux qu'il avait fait avec son collègue. Dans le système 1, la pensée système 1, c'est une pensée intuitive, rapide, automatique, émotionnelle. Et puis, il y a le système 2, qui est la pensée lente, analytique, réfléchie, etc. Et Kahneman, à partir de tous les exemples, tous les travaux empiriques qu'il a faits, montre que globalement, les humains utilisent davantage leur système 1, c'est-à-dire intuitif, rapide, et à cause de ça, ils sont soumis,
oui, soumis à de très, très nombreux biais cognitifs. Alors, parmi ces biais, on peut en citer quelques-uns. Là, je vous en ai mis deux. Donc, le premier, c'est la théorie des perspectives. Hein. On est beaucoup plus sensible aux pertes qu'aux gains. Par exemple, ça, je tire ça de Kahneman. Il écrit, par exemple, prenons deux exemples. Par exemple, les scénarios suivants. Aujourd'hui, Jacques et Gilles ont chacun 5 millions. Hier, Jacques avait 1 million et Gilles 9 millions. Aujourd'hui, donc, sont-ils également heureux? Ont-ils la même utilité? C'est un économiste. Il parle comme un économiste. Eh bien, intuitivement, on va dire non. Jacques qui avait 1 million et qui se retrouve avec 5 millions, il est content. Gilles qui avait 9 millions et qui se retrouve avec 5 millions, il est moins content, même si les deux, finalement, Jacques a gagné 4 millions et Gilles a perdu que 4 millions. C'est la même chose. Mais ils ne doivent certainement pas ressentir le même bonheur, la même utilité. Et puis le deuxième élément qui est donné, c'est par Harari, dans son brève histoire de l'avenir. Il cite le cas du Parlement écossais. En 97, le gouvernement écossais décide de construire un nouveau Parlement. C'est très, très connu, ça. C'est les biais de planification. La construction devait prendre 2 ans, coûter 40 millions. Elle a pris 5 ans, coûté 400 millions. C'est même pas l'exemple le plus connu. Le plus connu, c'est, je pense, le cas de l'opéra de Sydney, où l'opéra devait coûter 7 millions, je crois, de mémoire, être construit en 1963. Finalement, l'opéra verra le jour en 1973, c'est-à-dire 10 ans plus tard, et la facture sera montée de 7 milliards, ou millions, je ne sais plus à vérifier, peut-être milliards, non, millions, à plus de 100 millions de dollars au bout du compte. Donc là, c'est pareil, biais et des biais. Alors, ce type de biais-là, on le retrouve très, 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 très souvent en aménagement. Alors, les nudges, c'est pareil, ce sont des outils qu'on propose, qu'on pourrait proposer à la suite de ces travaux. C'est très utile, c'est très utilisé. Alors, c'est très critiqué aussi. J'en parle dans mon livre, je fais une recension un peu des critiques concernant la technique du nudge. Nudge, ça veut dire coup de pouce. Donc, c'est travailler sur les biais, corriger les biais par des mesures incitatives, mais sans réglementation excessive, sans choses contraignantes. Vous mettez par exemple des marelles pour inciter les gens à aller déposer leur papier, leur saleté dans les poubelles. Là, c'est au Havre, vous mettez un panier de basket avec un panier qui reçoit les déchets des personnes. Là, c'est à Rennes, je crois que j'ai une photo de Rennes. Et puis, autre chose, pour inciter les gens à prendre les escaliers plutôt que les escalators automatiques, mécaniques, c'est des escaliers musicaux en forme de notes de piano. Et quand vous marchez dessus, il y a des vidéos sur YouTube, ça fait des vraies notes de musique. Donc, il y a des enfants, des gens qui s'amusent à faire ça. Et on en retrouve un peu partout. Alors, dernier élément concernant la modélisation réflexive, c'est la dernière branche, c'est la théorie des jeux et la prospective territoriale. Alors, là, je reprends dans mon livre plusieurs travaux d'auteurs américains et surtout les travaux de Christian Schmitt, qui est un auteur français très connu, qui a beaucoup écrit sur l'apport de la théorie des jeux à la science de la prospective. Donc, en fait, pour dire simplement, il y a 3 à 4 éléments qui permettent de comprendre l'apport de la théorie des jeux à la prospective. La théorie des jeux, les modèles de théorie des jeux permettent d'explorer des scénarios crédibles dans le sens de la prospective territoriale, et non pas simplement désirables, mais on voit si, par exemple, les modèles nous disent tel scénario, c'est un équilibre de Nash, donc on peut penser que c'est un équilibre stable. Ce scénario, il faut l'étudier. Si le modèle nous dit que ce scénario est totalement instable, il n'existe pas d'équilibre, difficile à imaginer qu'il pourra devenir un scénario prospectif dans l'avenir. Voilà. Deuxième élément, les modèles de théorie des jeux permettent d'identifier les mécanismes de verrouillage ou les mécanismes de changement qui empêchent l'évolution de certaines situations. Par exemple, certains jeux comme le jeu de la poule mouillée, le jeu de la chasse aux cerfs, dont on parlera tout de suite après, montrent qu'il existe des équilibres sous-optimaux, mais qui maintiennent, faute de coordination ou de confiance, la situation à l'état, même si elle n'est pas souhaitable. Voilà, globalement. Alors, je finis en citant 2 phrases de Christian Schmitt. Construire un jeu, ça permet de comprendre, même imparfaitement, les implications logiques des interactions des joueurs. Et ça donc revient à poser en filigrane la question du futur de ces joueurs.
Et deuxième chose, la théorie des jeux permet en définitive, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant, d'identifier parmi les innombrables scénarios concevables sur des bases intuitives, quelques-uns des futurs socialement possibles. Donc je passe maintenant au troisième point. Je vous ai dit, les deux points là sont un peu plus denses. Hein. Donc c'est les jeux types de la théorie des jeux. Alors, jeux types de la théorie des jeux, je n'ai plus l'heure, oui, il faut que j'accélère peut-être un peu, je ne sais pas combien de temps il me reste. Les jeux types de la théorie des jeux, ce sont des jeux, on va en citer, on va en donner des exemples, hein, qui sont des récits fictionnels, hein, des récits inventés, et que j'utilise, c'est une proposition que je fais dans mon ouvrage, de les utiliser comme des idéaltypes au sens de Max Weber. Hein. Donc, idéaltype au sens de Max Weber, ça veut dire que Max Weber donc c'est un moyen d'investigation que Max Weber a proposé au début du XXe siècle. Hein. C'est donc un outil conceptuel qui est élaboré pour analyser la réalité sociale. Il va amplifier, simplifier, amplifier, accentuer et exagérer certains traits de la situation décrite par l'idéal type, mais en fait, ça permet de le comprendre et de comparer l'idéal type à la réalité. C'est ça qui est important. Alors, Max Weber, il y a deux grands idéal types qui sont connus. Hein, c'est le système capitaliste de Max Weber, qui est défini par Max Weber comme le calcul rationnel et la maximisation des gains. Voilà. Et deuxième grand idéal type de Max Weber, c'est la bureaucratie, comme système d'organisation des personnes d'une manière très rationnelle. Voilà. Donc, à partir de ces deux idéotypes, Max Weber a analysé le système capitaliste. Il a écrit son grand livre sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme notamment, etc., etc. Eh bien, moi, je vais essayer de faire pareil en utilisant ces jeux types comme idéal type, jeux type, idéal type, pour analyser des situations et comparer les situations réelles avec ces jeux types, qui sont des idéal types. Alors le premier jeu type, comme idéal type, c'est le jeu de l'équilibre de Nash unique et optimal. Donc, c'est un jargon peut-être, pour certains d'entre vous. C'est donc, alors on prendra des exemples, hein, je vais prendre un exemple pour chacun des cas. Dans ce cadre de jeu type, les intérêts des joueurs sont complémentaires. C'est une manière de voir comme une extension, hein, le jeu type, l'équilibre de Nash unique et optimal, c'est l'extension du principe de la main invisible des marchés, hein, qui était une vision extrêmement importante chez les économistes libéraux, néoclassiques, pour penser que le marché pourrait autoréguler la totalité des échanges économiques. Bon, on peut y revenir si vous souhaitez. Donc, dans la perspective qui est la nôtre de l'aménagement des territoires, la question qui est posée par ce jeu type, c'est, au bout du compte, quelle alternative existe-t-il pour les collectivités, pour les acteurs du territoire en général, entre le marché et la main visible, la logique de marché et la main visible, et la logique de l'État et la main visible de l'État. Voilà, première question. Monsieur Ferrari a déposé dans l'invitation un article que j'ai écrit pour la revue Espace-Temps sur la main visible des territoires et la ville intelligente. Donc, dans cet article, j'ai utilisé ce jeu type de la main invisible des territoires, de la main visible des marchés appliqués au territoire, pour essayer de voir quels étaient d'une approche assez critique, quels étaient les enjeux de la ville intelligente. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais en tout cas, c'était l'objectif de cet article. Deuxième, alors il est très connu celui-là, le deuxième jeu type, c'est le dilemme du prisonnier. Alors Bernard Guérien, je le cite souvent, mais c'est un auteur important, a taxé le dilemme du prisonnier comme l'antithéorème de la main visible. On essaiera de comprendre pourquoi juste après. Axel Rod, qui est un auteur américain qui a beaucoup travaillé sur le dilemme du prisonnier, dit que c'est le colibacille des sciences sociales. Donc le colibacille, c'est un virus qu'on retrouve dans les intestins, il est omniprésent, et donc c'est un peu l'idée d'Axel Rod, c'est qu'on le dilemme du prisonnier, on en a partout, si vous voulez, hein, partout et plus qu'encore. Hein. Donc la grande question pour l'aménagement des territoires, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un dilemme du prisonnier, dans un piège du dilemme du prisonnier, comment on s'en sort. Troisième jeu type, c'est lorsqu'il existe des structures d'interaction, des jeux, où il y a multiplicité d'équilibres de Nash optimaux. Donc là, classiquement, on est dans des jeux de coordination,
Et pour les territoires, quel est le défi? C'est quelle coordination mettre en place entre les acteurs et quelle cohérence dans les politiques territoriales. Il faut se coordonner. Ce n'est pas toujours simple. Et dernier jeu type, le quatrième, c'est multiplicité d'équilibres des équilibres, donc multiplicité d'équilibres de Nash non optimaux. Donc là, il y a plein d'équilibres de Nash, mais ils ne sont pas optimaux. Et là, on a toute une batterie de jeux qui découlent de ce jeu type 4. On a le jeu de la bataille, le jeu de la bataille des sexes, parce qu'il y a un trait sur j'arrive plus à le voir. Il y a le jeu de la chasse aux cerfs et il y a le jeu de la poule mouillée. C'est le truc qui est caché sur mon écran, je n'arrivais pas à le voir. Donc il y a 3 grands jeux qu'on va retrouver et qui sont très importants. Et donc dans cette configuration, dans cette structure d'interaction, les défis pour l'aménagement des territoires, c'est quelle gestion des conflits et comment s'accorder surtout sur le bon équilibre. Parce qu'il y en a plusieurs, donc il faut choisir le bon équilibre. Alors, donc là, je vais donner des exemples par rapport aux 4 types de jeux que je vous ai proposés, que je vous ai présentés juste avant. Le premier type de jeu, vous voyez, c'est une manière très simple de présenter des jeux entre 2 joueurs. Là, il y a 2 joueurs, 2 stratégies, la 1 et la 2. C'est une matrice de gains qu'on appelle, et au milieu, vous avez les gains des joueurs. Alors, les gains, le joueur qui est 1, il est donc en ligne, et son gain, c'est 10. Si, par exemple, le joueur 1 choisit la stratégie 2 et que le joueur 2 choisit la stratégie 1, le gain du joueur 1, il est de 4, le gain du joueur 2, il est de 8. D'accord? Donc, à gauche, dans ces 2 chiffres, le chiffre de gauche revient au joueur 1 et le chiffre de droite revient au joueur 2. J'espère que je suis compréhensible. Donc ici, on voit, c'est assez facile à comprendre, si vous avez 2 joueurs qui se retrouvent dans cette situation, peu importe ce que veut dire les stratégies, peu importe ce que ça signifie dans ce cas-là, ils regardent la matrice de gain et ils savent très bien qu'ils ont une stratégie dominante, c'est comme ça qu'on appelle ça en théorie des jeux, c'est la stratégie 1. Le joueur 1, il va choisir la stratégie 1 d'emblée et le joueur 2 va choisir la stratégie 1 d'emblée. Parce que c'est ce qui leur rapporte le plus, et tant mieux, c'est ce qui rapporte le plus à la collectivité aussi. C'est pour ça qu'on dit que c'est un équilibre de Nash optimal. Il rapporte le plus aux joueurs, et quand on additionne les deux, c'est le gain maximum pour la collectivité. Donc, il est optimal sur tous les plans, individuel et collectif. Là, cette structure, elle peut paraître très, très simple, et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Le joueur 1 et le joueur 2 n'ont même pas besoin de se connaître pour choisir. Ils n'ont même pas besoin de se faire confiance. Ils n'ont même pas besoin de se coordonner. Ils peuvent même se détester. Ils peuvent même être des ennemis. Et pourtant, ils choisiront la bonne stratégie, qui sera la stratégie 1, dans les 2 cas. C'est le principe de la main invisible, en fait, des marchés. C'est le marché, par le mécanisme des prix, accorde tout le monde. Les gens, s'ils sont rationnels, s'ils savent identifier leurs gains, leurs intérêts, simplement, ils sauront choisir la bonne stratégie et la main invisible fera que tout le monde sera content. C'est l'exemple réduit là sur 2 joueurs, mais c'est la même idée qui est proposée. Deuxième, le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier, c'est très très connu. Vous avez 2 prisonniers qui sont pris par la police. La police n'a pas beaucoup d'éléments à leur reprocher, mais elle pense qu'ils ont commis des choses qu'il ne fallait pas faire. Donc, elles vont proposer un deal à chacun des 2 prisonniers, au joueur 1, au joueur 2. Elles vont lui dire, si tu dénonces ton petit camarade, toi, tu es libéré, donc tu n'auras aucune peine de prison, aucune année de prison, et ton camarade lui prendra 8 ans de prison. Donc, elles font le deal à chacun des prisonniers. Ils ne peuvent pas communiquer, mais même s'ils pouvaient, ça ne changerait pas grand-chose. Ils ne peuvent pas communiquer, ils sont isolés. La police fait ce deal à chacun des joueurs. Alors, si chacun se tait, si les 2 joueurs se taisent, ils ne veulent pas dénoncer leur copain, ils vont prendre 1 an de prison chacun. S'ils dénoncent, si par exemple le joueur 1 se tait et que le joueur 2 dénonce, 1 va prendre 8 ans de prison et le joueur 2 va être libéré sur le champ. Et c'est l'inverse si 1 se dénonce et le joueur 2 se tait. Et si les 2
dénoncent, ils vont prendre chacun 4 ans de prison. Eh bien, c'est là, on comprend avec ce petit exemple pourquoi Bernard Guérien nous dit que le dilemme du prisonnier, c'est l'antithéorème de la main invisible. C'est que là, si chaque joueur suit son intérêt, il va donc être obligé de dénoncer. Parce qu'il ne peut pas prendre le risque de se taire si l'autre le dénonce. Parce que s'il se tait que l'autre le dénonce, il a 8 ans de prison. Donc, rationnellement, son intérêt est donc de dénoncer. Et pour les deux joueurs. Donc, ils vont tous les deux dénoncer. Et c'est là qu'on voit qu'on n'est plus du tout dans une situation de la main invisible, où c'est la meilleure solution. C'est pas la pire, mais c'est pas la bonne. En tout cas, la meilleure solution serait été de se taire, qu'ils se taisent tous les deux. Mais aucun n'a pu prendre rationnellement cette décision, parce qu'il y avait le risque que l'autre dénonce, et dans ce cas-là, celui qui se taisait prenait 8 ans. Donc le dilemme du prisonnier, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans la théorie des jeux, et c'est un élément essentiel dans la compréhension des structures d'interaction entre les individus, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit en aménagement des territoires. Évidemment, en géopolitique, c'est très important aussi. Troisième type, c'est le jeu de la poule mouillée. Alors, le jeu de la poule mouillée, les théoriciens des jeux ont beaucoup de culture. Ils ont vu le film de James Dean en 1959, Rebel Without a Cause, qui a été traduit en français par La Fureur de vivre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, il est ancien. À un moment donné, vous avez, donc c'est le film de la difficulté de la jeunesse américaine, et vous avez donc les blousons noirs qui se réunissent tous les soirs et qui volent des voitures dans la journée, se retrouvent au-dessus d'une colline le soir et ont comme jeu de monter en voiture. Donc les garçons, il y a 2 garçons qui montent chacun dans une voiture, ils se précipitent sur un ravin, et l'idée c'est que le dernier qui sort de la voiture a gagné le pari. Voilà. Donc c'est un jeu du conflit, le jeu de la poule mouillée. C'est un jeu de conflit et voire même de l'escalade. Donc, ici, on a 2 équilibres non optimaux. Le premier, c'est que lorsque le joueur 1 cède et que le joueur 2 tient tête, celui qui tient tête, il gagne 8, celui qui cède, il a 2. 2, c'est le prix de l'humiliation. Donc, ou c'est inverse, si c'est le joueur 2 qui cède et le joueur 1 qui tient tête, eh bien, c'est l'inverse. Si les deux ne cèdent pas, s'ils tiennent tête tous les deux, s'ils vont jusqu'au bout, c'est la catastrophe parce qu'ils tombent dans le ravin. Et si les deux cèdent, bien là, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de vainqueur, et ils ont chacun aucun point. Donc ce jeu-là, en fait, il traduit les conflits dans les systèmes, en général. Il traduit les conflits, ou des périodes d'attente où rien ne bouge. C'est aussi un cas qui est possible. Il y a du bruit, je ne sais pas si c'est normal, mais des bruits de choses qu'on... Bref. Ensuite, il y a donc jeu de coordination, un autre type de jeu qui appartient au jeu de type 4. Donc là, c'est des jeux de coordination. Donc là, les intérêts des acteurs ne sont pas du tout opposés, au contraire. C'est la bataille des sexes. Donc, en fait, vous avez le choix, monsieur et madame veulent sortir ensemble, mais monsieur préfère aller à la boxe, madame préfère aller à un ballet. Et donc, ils doivent se coordonner. Donc, choisir si ça sera le match de boxe ou le ballet pour se retrouver. Voilà. Donc là, c'est un jeu de coordination. Évidemment, c'est un exemple, mais on peut trouver des structures identiques qui posent des problèmes de coordination en aménagement des territoires. Le dernier jeu, non, ce n'est pas le dernier jeu, c'est l'avant-dernier jeu, c'est le jeu de la chasse aux cerfs, qui est un jeu très intéressant et qui est inspiré de Jean-Jacques Rousseau. C'est une histoire c'était dans son ouvrage de l'origine des inégalités entre les hommes. Rousseau essaye de comprendre pourquoi la coopération est si difficile entre les hommes. Et il imagine une communauté villageoise qui doit chasser ensemble pour attraper un cerf, d'où le jeu de la chasse au cerf. Et donc, pour attraper un cerf, il faut qu'ils coopèrent entre eux. Mais Rousseau nous dit qu'il suffit qu'il y ait un chasseur qui ne coopère pas parce qu'il voit passer un lapin, il attrape le lapin, il rentre chez lui, pour que le cerf puisse fuir
et que la communauté soit privée de viande pendant un certain temps. Voilà. Donc Rousseau était assez pessimiste sur la capacité des hommes à coopérer, et dans ce jeu, on voit en réalité qu'il y a deux équilibres. Le bon équilibre, celui de la coopération, hein, qu'on appelle celui du cerf, où on attrape le cerf, mais il faut faire collectif, les deux doivent coopérer. Et puis, il y a le deuxième équilibre qui est celui de l'équilibre de l'individualiste, c'est-à-dire là, chacun suit son intérêt, mais ne coopère pas, si bien qu'il a un gain, mais un petit gain, c'est l'équilibre du lapin par rapport à l'équilibre du cerf. Et enfin, dernier équilibre, enfin, non, justement, dernier jeu, là je l'emprunte à un collègue de Lille, Laurent Cordonnier, le jeu de la taxation. C'est un jeu dans lequel il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire un jeu où il n'y a pas d'équilibre de Nash, ça veut dire il n'y a pas de. Le jeu tourne sans arrêt. Hein. C'est l'État veut taxer les entreprises quand elles investissent, les entreprises quand l'État investisse, quand l'État les taxes n'investissent plus. Donc, je ne vais pas le faire parce que ce sera un peu long, mais on voit que ce jeu ne s'arrête pas parce qu'il n'y a pas de situation stable. Il n'y a jamais une bonne situation et les acteurs sont tout le temps en train de changer de stratégie. Donc, c'est un jeu, là c'est le dernier cas de figure, un jeu dans lequel aucun équilibre n'apparaît. Alors, en stratégie pure, hein, parce que tous les jeux à deux joueurs ont des équilibres en stratégie probabiliste. Donc, voilà, mais je ne rentre pas dans les détails. Alors, dernier élément avant la conclusion, c'est l'application que j'ai faite de la théorie des jeux au territoire. Donc, j'ai travaillé beaucoup en utilisant la théorie des jeux sur les infrastructures aéroportuaires. J'ai travaillé sur la problématique de Notre-Dame-des-Landes. J'ai utilisé donc des jeux analytiques pour comprendre l'intérêt qu'il y avait pour Nantes et pour Rennes de partager l'espace aéroportuaire ou pas. Donc, j'ai utilisé plusieurs types de jeux. J'ai utilisé des entretiens semi-directifs pour compléter. Et tout ça a donné un exercice assez complet de prospective territoriale. Il y a eu plusieurs publications, je vous ai mis les dates. En 2004, la France et l'Europe a connu une réforme aéroportuaire, mais dans le cas de la France, c'est important. Et donc, j'ai analysé les effets des aéroports, de cette réforme sur les aéroports, notamment sur les compagnies low cost et les compagnies traditionnelles, et sur les aéroports locaux et les aéroports régionaux. Et voir, à travers ces modèles de marchandage, qu'est-ce qu'on pouvait tirer comme conclusion. Avec des collègues informaticiens, on a mis en place une simulation informatique pour voir si, dans la durée, hein, un jeu évolutif dans la durée, si les conclusions de ce jeu évolutif corroboraient les conclusions du jeu statique analytique. Ce jeu-là, je l'ai poursuivi d'une certaine manière avec l'étude sur les opérateurs privés des aéroports. J'ai coordonné une étude entre 2014 et 2016 sur plusieurs zones géographiques en France. Il y avait la Normandie, il y avait la Bretagne, il y avait les Pays de la Loire, il y avait la Bourgogne, la Franche-Comté, il y avait le Sud, avec Montpellier notamment. Et j'ai donc réalisé un certain nombre d'entretiens semi-directifs. J'ai fait des questionnaires auprès de tous les directeurs d'aéroports, donc plus de 100 aéroports. Et j'ai utilisé un jeu analytique assez formel, le modèle de Cournot, pour voir quels étaient les... Alors là, c'est un vrai exercice de prospective, hein, puisqu'avec le modèle de Cournot, c'était vraiment la visée. Et ce modèle, on l'a testé d'une certaine manière avec des collègues économètres à partir d'une base de données qui nous avait été fournie par la DGAC pour vérifier si les résultats auxquels on arrivait avec le modèle analytique de Cournot eh bien, étaient confirmés, et en partie, oui, confirmés en partie par les résultats économétriques qu'on a observés. L'étude a été publiée en 2022. Alors, j'ai utilisé également la théorie des jeux pour analyser un événement sportif hein, sur la côte d'Opale, sans ballon. C'était quelqu'un qui a une association de ballons et qui avait proposé pour fêter pour commémorer le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, en 2014, de faire voler au moins 100 ballons entre Douvres et les côtes d'Opale, la côte d'Opale, donc près de Boulogne. Et donc, j'ai utilisé les jeux, notamment le jeu de l'équilibre de Nash optimal, donc le jeu de la main visible, et le deuxième jeu, celui de la chasse au cerf.
Pairopal, ça a été un gros projet qui a été financé par la Fondation de France. On était de nombreux collègues à travailler là-dessus. L'idée, c'était de réfléchir sur la gouvernance de la pêche de loisirs, de manière à la fois à conserver la ressource et maintenir cette pratique ancestrale des pêcheurs à pied, notamment de la côte d'Opale. Donc, j'ai utilisé également des jeux de type 2 sur cette étude qui avait duré quand même 3 ans. 2021, j'ai utilisé le jeu de type 1, le jeu de la main invisible, hein, pour questionner d'une manière un peu critique la ville intelligente. Récemment, j'ai développé à la demande, j'ai développé des jeux, 4 mini-jeux sérieux, pardon, pour les fêtes de la mer et les fêtes de la science. On a utilisé donc les fêtes de la mer près de Boulogne, sur le port de Boulogne, et les fêtes de la science à Lille, pour illustrer. Donc, c'était des jeux, des mini-jeux sérieux que je testais auprès d'enfants, hein, de publics plus ou moins jeunes, d'adolescents, des scolaires en général. Et puis, la dernière étude qui va être publiée, c'est un ouvrage, un chapitre d'ouvrage, c'est que je fais rétrospectivement la lecture de la Covid-19, hein, de la discipline sanitaire, c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir être vacciné ou de ne pas porter des masques, etc. Je l'analyse comme le résultat d'un jeu de la chasse aux cerfs. Voilà. Alors, il y a une dernière étude, elle est en cours, c'est un doctorant qui est en train de faire un travail d'analyse sur la méthanisation, les conflits liés à la méthanisation, et on utilise également, mais c'est en cours, je n'en parle pas, on utilise également les outils de la théorie des jeux. Voilà. Donc, pour conclure, ce que je peux dire, c'est que la modélisation réflexive, c'est-à-dire l'utilisation de la théorie des jeux à l'aménagement des territoires, ça relève pour le moment d'une proposition méthodologique qui est en cours de validation. Il y a pas mal d'études, mais il faut encore l'améliorer. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et puis, c'est surtout la difficulté d'un travail nécessairement interdisciplinaire. On a besoin de multi-compétences, des compétences en informatique, des compétences en traitement des données, des compétences en économétrie, des compétences de diverses. Et donc, c'est un travail collectif, la plupart du temps, pour faire de l'analyse, de la modélisation réflexive. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute. J'espère que j'ai été compréhensif, j'ai été clair. Et voilà. Merci infiniment, Michel. Effectivement, on a fait un grand voyage. J'ai découvert personnellement énormément d'aspects de la théorie des jeux que je soupçonnais pas du tout. Donc, un immense merci. Moi, personnellement, si on peut commencer le débat, donc d'abord, j'invite tout le monde à rebrancher sa caméra et son micro. Et puis peut-être, Michel, vous pouvez également enlever le partage de la présentation. Comme ça, on sera plus en mode vidéo.